Hallo Leute, aujourd'hui, les souffrances du jeune Werther vont vous être contées par Pomme, une lectrice du site littérature-audio.com qui ont accepté de me prêter leurs audios. Alors, bonne écoute. L'éditeur au lecteur. Combien je désirerais qu'il nous restât sur les derniers jours de notre malheureux ami assez de renseignements écrits de sa propre main pour que je ne fusse pas obligé d'interrompre par des récits la suite des lettres qu'il nous a laissées. Je me suis attaché à recueillir les détails les plus exacts de la bouche de ceux qui pouvaient être le mieux informés de son histoire. Ces détails sont uniformes. Toutes les relations s'accordent entre elles jusque dans les moindres circonstances. Je n'ai trouvé les opinions partagées que sur la manière de juger les caractères et les sentiments des personnes qui ont joué ici quelques rôles. Il ne nous reste donc qu'à raconter fidèlement tout ce que ces recherches multipliées nous ont appris, en faisant entrer dans ce récit les lettres qui nous sont restées de celui qui n'est plus, sans dédaigner le plus petit papier conservé. Il est si difficile de connaître la vraie cause, les véritables ressorts de l'action même la plus simple, lorsqu'elle provient de personnes qui sortent de la ligne commune. Le découragement et le chagrin avaient jeté des racines de plus en plus profondes dans l'âme de Werther, et peu à peu s'étaient emparées de tout son être. L'harmonie de son intelligence était entièrement détruite. Un feu interne et violent qui minait toutes ses facultés les unes par les autres produisit les plus funestes effets et finit par ne lui laisser qu'un accablement plus pénible encore à soutenir que tous les maux contre lesquels il avait lutté jusqu'alors. Les angoisses de son cœur consumèrent les dernières forces de son esprit, sa vivacité, sa sagacité. Il ne portait plus qu'une morne tristesse dans la société, de jour en jour plus malheureux, et toujours plus injuste à mesure qu'il devenait plus malheureux. Au moins, c'est ce que disent les amis d'Albert. Ils soutiennent que Werther n'avait pas su apprécier un homme droit et paisible, qui, jouissant d'un bonheur longtemps désiré, n'avait d'autre but que de s'assurer ce bonheur pour l'avenir. Comment aurait-il pu comprendre cela, lui qui chaque jour dissipait tout, et ne gardait pour le soir que souffrance et privation? Albert, disent-ils, n'avait point changé en si peu de temps. Il était toujours le même homme que Werther avait tant loué, tant estimé au commencement de leur connaissance. Il chérissait Charlotte par-dessus tout, il était fier d'elle, il désirait que chacun la reconnût pour l'être le plus parfait. Pouvait-on le blâmer de chercher à détourner jusqu'à l'apparence du soupçon? Pouvait-on le blâmer s'il se refusait à partager avec qui que ce fût un bien si précieux, même de la manière la plus innocente? Ils avouent que, lorsque Werther venait chez sa femme, Albert quittait souvent la chambre, mais ce n'était ni haine ni aversion pour son ami. C'était seulement parce qu'il avait senti que Werther était gêné en sa présence. Le père de Charlotte fut attaqué d'un mal qui le retint dans sa chambre. Il envoya sa voiture à sa fille. Elle se rendit auprès de lui. C'était par un beau jour d'hiver. La première neige était tombée en abondance et la terre en était couverte. Werther alla rejoindre Charlotte le lendemain matin pour la ramener chez elle si Albert ne venait pas la chercher. Le beau temps fit peu d'effet sur son humeur sombre. Un poids énorme oppressait son âme, de lugubres images le poursuivaient, et son cœur ne connaissait plus d'autre mouvement que de passer d'une idée pénible à une autre. Comme il vivait toujours mécontent de lui-même, l'état de ses amis lui semblait aussi plus agité et plus critique. Il crut avoir troublé la bonne intelligence entre Albert et sa femme,
Il s'en fit des reproches auxquels se mêlait un ressentiment secret contre l'époux. En chemin, ses pensées tombèrent sur ce sujet. Oui, se disait-il avec une sorte de fureur. Voilà donc cette union intime, si entière, si dévouée, ce vif intérêt, cette foi si constante, si inébranlable. Ce n'est plus que satiété et indifférence. La plus misérable affaire ne l'occupe-t-elle pas plus que la femme la plus adorable? Sait-il apprécier son bonheur? Sait-il estimer au juste ce qu'elle vaut? Elle lui appartient. Eh bien, elle lui appartient. Je sais cela comme je sais autre chose. Je croyais être fait à cette idée, et elle excite encore ma rage. Elle m'assassinera. Et son amitié à toute épreuve qu'il m'avait jurée a-t-elle tenu? Ne voit-il pas déjà une atteinte à ses droits dans mon attachement pour Charlotte, et dans mes attentions un secret reproche? Je m'en aperçois, je le sens. Il me voit avec peine. Il souhaite que je m'éloigne. Ma présence lui pèse. Quelquefois il ralentissait sa marche précipitée, quelquefois il s'arrêtait et semblait vouloir retourner sur ses pas. Il continuait cependant son chemin, toujours livré à ses idées, à ses conversations solitaires. Et il arriva enfin, presque malgré lui, à la maison de chasse. Il entra et demanda le bailli et Charlotte. Il trouva tout le monde dans l'agitation. L'aîné des fils lui dit qu'il venait d'arriver un malheur à Valheim, qu'un paysan venait d'être assassiné. Cela ne fit pas sur lui une grande impression. Il se rendit au salon et trouva Charlotte occupée à dissuader le bailli, qui, sans être retenu par sa maladie, voulait aller sur les lieux faire une enquête sur le crime. Le meurtrier était encore inconnu. On avait trouvé le cadavre, le matin, devant la porte de la ferme où cet homme habitait. On avait des soupçons. Le mort était domestique chez une veuve qui, peu de temps auparavant, en avait eu un autre à son service, et celui-ci était sorti de la maison par suite de mécontentements graves. À ces détails, il se leva précipitamment. « Est-il possible ?» s'écria-t-il. « Il faut que j'y aille. Je ne puis différer d'un moment. » Il courut à Valheim. Bien des souvenirs se retraçaient vivement à son esprit. Il ne douta pas une minute que celui qui avait commis le crime ne fût le jeune homme auquel il avait parlé bien des fois et qui lui était devenu si cher. En passant sous les tilleuls pour se rendre au cabaret où l'on avait déposé le cadavre, Werther se sentit troublé à la vue de ce lieu jadis si chéri. Ce seuil où les enfants avaient si souvent joué était souillé de sang. L'amour et la fidélité, les plus beaux sentiments de l'homme, avaient dégénéré en violence et en meurtre. Les grands arbres étaient sans feuillage et couverts de frimas. La haie vive qui recouvrait le petit mur du cimetière et se voûtait au-dessus avait perdu son feuillage, et les pierres des tombeaux se laissaient voir, couvertes de neige, à travers les vides. Comme il approchait du cabaret, devant lequel le village entier était rassemblé, il s'éleva tout à coup une grande rumeur. On vit de loin une troupe d'hommes armés, et chacun s'écria que l'on amenait le meurtrier. Werther jeta les yeux sur lui, et il n'eut plus aucune incertitude. Oui, c'était bien ce valet de ferme qui aimait tant cette veuve, et que, peu de jours auparavant, il avait rencontré livré à une sombre tristesse, à un secret désespoir. « Qu'as-tu fait, malheureux ?» s'écria Werther en s'avançant vers le prisonnier. Celui-ci le regarda tranquillement, se tut, et répondit enfin froidement. « Personne ne l'aura. Elle n'aura personne. » On le conduisit au cabaret, et Werther s'éloigna précipitamment. Tout son être était bouleversé par l'émotion extraordinaire et violente qu'il venait d'éprouver. En un instant, il fut arraché à sa mélancolie, à son découragement, à sa sombre apathie. L'intérêt le plus irrésistible pour ce jeune homme, le désir le plus vif de le sauver, s'emparèrent de lui.
Il le sentait si malheureux, il le trouvait même si peu coupable, malgré son crime. Il entrait si profondément dans sa situation qu'il croyait que certainement il amènerait tous les autres à cette opinion. Déjà, il brûlait de parler en sa faveur. Déjà, le discours le plus animé se pressait sur ses lèvres. Il courait en hâte à la maison de chasse et répétait à demi-voix en chemin tout ce qu'il représenterait au bailli. Lorsqu'il entra dans la salle, il aperçut Albert, dont la présence le déconcerta d'abord. Mais il se remit bientôt, et avec beaucoup de feu, il exposa son opinion au bailli. Celui-ci secoua la tête à plusieurs reprises. Et quoique Werthard mit dans son discours toute la chaleur de la conviction, et toute la vivacité, toute l'énergie qu'un homme peut apporter à la défense d'un de ses semblables, cependant, comme on le croira sans peine, le bailli n'en fut point ébranlé. Il ne laissa même pas finir notre ami. Il le réfuta vivement et le blâma de prendre un meurtrier sous sa protection. Il lui fit sentir que de cette manière les lois seraient toujours éludées et que la sûreté publique serait anéantie. Il ajouta que d'ailleurs, dans une affaire aussi grave, il ne pouvait rien faire sans se charger de la plus grande responsabilité, et qu'il fallait que tout se fît avec les formalités légales. Werthard ne se rendit pas encore, mais il se borna alors à demander que le bailli fermât les yeux si l'on pouvait faciliter l'évasion du jeune homme. Le bailli lui refusa aussi cela. Albert, qui prit enfin part à la conversation, exprima la même opinion que son beau-père. Werthard fut réduit au silence. Il s'en alla navré de douleur, après que le bailli lui eut encore répété plusieurs fois « Non, rien ne peut le sauver ». Nous voyons combien il fut frappé de ces paroles dans un petit billet que l'on trouva parmi ses papiers et qui fut certainement écrit ce jour-là. « On ne peut te sauver, malheureux, je le vois bien, on ne peut te sauver. » Ce qu'avait dit Albert en présence du bailli sur l'affaire du prisonnier avait singulièrement mortifié Werthard. Il avait cru y remarquer quelque allusion à lui-même et à ses propres sentiments. Et quoique, après y avoir plus mûrement réfléchi, il comprit bien que ces deux hommes pouvaient avoir raison, il sentait cependant qu'il serait au-dessus de ses forces d'en convenir. Nous trouvons dans ces papiers une note qui a trait à cet événement et qui exprime peut-être ses vrais sentiments pour Albert. À quoi sert de me dire et de me répéter « Il est honnête et bon », mais il me déchire jusqu'au fond du cœur, je ne puis être juste. La soirée étant douce et le temps disposé au dégel, Charlotte et Albert s'en retournèrent à pied. En chemin, Charlotte regardait çà et là, comme si la société de Werthard lui eût manqué. Albert se mit à parler de lui. Il le blâma, tout en lui rendant justice. Il en vint à sa malheureuse passion et souhaita pour lui-même qu'il fût possible de l'éloigner. « Je le souhaite aussi pour nous, dit-il, et je t'en prie, tâche de donner une autre direction à ses relations avec toi, et de rendre plus rares ces visites si multipliées. Le monde y fait attention, et je sais qu'on en a déjà parlé. » Charlotte ne dit rien. Albert parut avoir senti ce silence. Au moins depuis ce temps, il ne parla plus de Werthard devant elle, et, si elle en parlait, il laissait tomber la conversation ou la faisait changer de sujet. La vaine tentative que Werthard avait faite pour sauver le malheureux paysan était comme le dernier éclat de la flamme d'une lumière qui s'éteint. Il n'en retomba que plus fort dans la douleur et l'abattement. Il eut une sorte de désespoir quand il apprit qu'on l'appellerait peut-être en témoignage contre le coupable, qui maintenant avait recours aux dénégations. Tout ce qui lui était arrivé de désagréable dans sa vie active, ses chagrins auprès de l'ambassadeur, tous ses projets manqués, tout ce qui l'avait jamais blessé, lui revenait et l'agitait encore.
il se trouvait par tout cela même comme autorisé à l'inactivité. Il se voyait privé de toute perspective et incapable, pour ainsi dire, de prendre la vie par aucun bout. C'est ainsi que, livré entièrement à ses sombres idées et à sa passion, plongé dans l'éternelle uniformité de ses douloureuses relations avec l'être aimable et adoré dont il troublait le repos, détruisant ses forces sans but et s'usant sans espérance, il se familiarisait chaque jour avec une affreuse pensée et s'approchait de sa fin. Quelques lettres qu'il a laissées et que nous insérons ici sont les preuves les plus irrécusables de son trouble, de son délire, de ses pénibles tourments, de ses combats et de son dégoût de la vie. 12 décembre. Cher Wilhelm, je suis dans l'état où devaient être ces malheureux qu'on croyait possédés d'un esprit malin. Cela me prend souvent. Ce n'est pas angoisse, ce n'est point désir. C'est une rage intérieure, inconnue, qui menace de déchirer mon sein, qui me serre la gorge, qui me suffoque. Alors, je souffre, et je cherche à me fuir, et je m'égare au milieu des scènes nocturnes et terribles qu'offre cette saison ennemie des hommes. Hier soir, il me fallut sortir. Le dégel était survenu subitement. J'avais entendu dire que la rivière était débordée, que tous les ruisseaux jusqu'à Valheim s'étaient gonflés, et que l'inondation couvrait toute ma chère vallée. J'y courus après 11 heures. C'était un terrible spectacle. Voir de la cime d'un roc, à la clarté de la lune, les torrents rouler sur les champs, les prés, les haies, inonder tout, le vallon bouleversé, et à sa place une mer houleuse livrée aux sifflements aigus du vent. Et lorsque, après une profonde obscurité, la lune reparaissait, et qu'un reflet superbe et terrible me montrait de nouveau les flots roulant et résonnant à mes pieds, alors il me prenait un frissonnement, et puis bientôt un désir. Ah, les bras étendus, j'étais là devant l'abîme, et je brûlais de m'y jeter, de m'y jeter. Je me perdais dans l'idée délicieuse d'y précipiter mes tourments, mes souffrances, avec du bruit, comme des vagues. Oh, et tu n'eus pas la force de lever le pied et de finir tous tes mots. Mon sablier n'est pas encore à sa fin, je le sens. Oh, mon ami, combien volontiers j'aurais donné mon existence d'homme pour, avec l'ouragan, déchirer les nuées, soulever les flots. Serait-il possible que ces délices ne devinssent jamais le partage de celui qui languit aujourd'hui dans sa prison? Et quel fut mon chagrin, en abaissant mes regards sur un endroit où je m'étais reposé avec Charlotte, sous un saule, après nous être promenés à la chaleur. Cette petite place était aussi inondée, et à peine je reconnus le saule. Et ces prairies, pensai-je, et les environs de la maison de chasse, comme le torrent doit avoir arraché, détruit nos berceaux. Et le rayon doré du passé brilla dans mon âme. Comme à un prisonnier vient un rêve de troupeau, de prairie, d'honneur. J'étais debout là. Je ne m'en veux pas, car j'ai le courage de mourir. J'aurais dû... Et me voilà, comme la vieille qui demande son bois aux haies et son pain aux portes, pour soutenir et prolonger d'un instant sa triste et défaillante existence. 14 décembre. Qu'est-ce, mon ami? Je suis effrayée de moi-même. L'amour que j'ai pour elle, n'est-il pas l'amour le plus saint, le plus pur, le plus fraternel? Ai-je jamais senti dans mon âme un désir coupable? Je ne veux point jurer. Et maintenant, des rêves. Oh, que cela avait raison qui attribuait ces effets opposés à des forces diverses. Cette nuit, je tremble de te le dire, je la tenais dans mes bras étroitement serrés contre mon sein, et je couvrais sa belle bouche,
sa bouche balbutiante d'amour, d'un million de baisers. Mon œil nageait dans l'ivresse du sien. Dieu, serait-ce un crime que le bonheur que je goûte encore à me rappeler intimement tous ces ardents plaisirs? Charlotte, Charlotte, c'est fait de moi, mes sens se troublent. Depuis 8 jours, je ne pense plus. Mes yeux sont remplis de larmes. Je ne suis bien nulle part et je suis bien partout. Je ne souhaite rien, ne désire rien. Il vaudrait mieux que je partisse. La résolution de sortir du monde s'était accrue et fortifiée dans l'âme de Werther au milieu de ces circonstances. Depuis son retour auprès de Charlotte, il avait toujours considéré la mort comme sa dernière perspective et comme une ressource qui ne lui manquerait pas. Mais il s'était cependant promis de ne point s'y porter avec violence et précipitation, et de ne faire ce pas qu'avec la plus grande conviction et le plus grand calme. Son incertitude, ses combats avec lui-même, paraissent dans quelques lignes qui sans doute commençaient une lettre à son ami. Le papier ne porte pas de date. Sa présence, sa destinée, l'intérêt qu'elle prend à mon sort, expriment encore les dernières larmes de mon cerveau calciné. Lever le rideau et passer derrière, voilà tout. Pourquoi frémir? Pourquoi hésiter? Est-ce parce qu'on ignore ce qu'il y a derrière? Parce qu'on n'en revient point? Et que c'est le propre de notre esprit de supposer que tout est confusion et ténèbres, là où nous ne savons pas d'une manière certaine ce qu'il y a. Il s'habitua de plus en plus à ces funestes idées, et chaque jour elles lui devinrent plus familières. Son projet fut arrêté, enfin irrévocablement. On en trouve la preuve dans cette lettre à double entente qu'il écrivit à son ami. 20 décembre. Cher Wilhelm, je rends grâce à ton amitié d'avoir si bien compris ce que je voulais dire. Oui, tu as raison. Il vaudrait mieux pour moi que je partisse. La proposition que tu me fais de retourner vers vous n'est pas tout à fait de mon goût. Au moins je voudrais faire un détour, surtout au moment où nous pouvons espérer une gelée soutenue et de beaux chemins. Je suis aussi très content de ton dessein de venir me chercher. Accorde-moi seulement 15 jours, et attends encore une lettre de moi qui te donne des nouvelles ultérieures. Il ne faut pas cueillir le fruit avant qu'il soit mûr, et 15 jours de plus ou de moins font beaucoup. Tu diras à ma mère qu'elle prie pour son fils, et que je lui demande pardon de tous les chagrins que je lui ai causés. C'était mon destin de faire le tourment des personnes dont j'aurais dû faire la joie. Adieu, mon cher ami, que le ciel répande sur toi toutes ses bénédictions. Adieu. Nous ne chercherons pas à rendre ce qui se passait à cette époque dans l'âme de Charlotte, et ce qu'elle éprouvait à l'égard de son mari et de son malheureux ami. Quoiqu'en nous-mêmes nous nous en fassions bien une idée, d'après la connaissance de son caractère. Mais toute femme douée d'une belle âme s'identifiera avec elle et comprendra ce qu'elle souffrait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle était très décidée à tout faire pour éloigner Werther. Si elle temporisait, son hésitation provenait de compassion et d'amitié. Elle savait combien cet effort coûterait à Werther. Elle savait qu'il lui serait presque impossible. Cependant, elle se vit bientôt forcée de prendre une détermination. Albert continuait à garder sur ce sujet le même silence qu'elle avait elle-même gardé. Et il lui importait d'autant plus de prouver par ses actions combien ses sentiments étaient dignes de ceux de son mari. Le jour que Werther écrivit à son ami la dernière lettre que nous venons de rapporter était le dimanche avant Noël. Il vint le soir chez Charlotte et la trouva seule. Elle s'occupait de préparer les joujoux qu'elle destinait à ses frères et sœurs pour les étrennes. Il parla de la joie qu'auraient les enfants et de ce temps où l'ouverture inattendue d'une porte et l'apparition d'un arbre décoré de cierges, de sucreries et de pommes nous causent les plus grands ravissements.
Vous aussi, dit Charlotte, en cachant son embarras sous un aimable sourire. Vous aussi, vous aurez vos étrennes, si vous êtes bien sage. Une petite bougie, et puis quelque chose encore. Et qu'appelez-vous être bien sage s'écria-t-il. Comment dois-je être? Comment puis-je être? Jeudi soir, reprit-elle, est la veille de Noël. Les enfants viendront alors, et mon père avec eux. Chacun aura ce qui lui est destiné. Venez aussi. Mais pas avant. Werther était interdit. Je vous en prie, continua-t-elle, qu'il en soit ainsi. Je vous en prie pour mon repos. Cela ne peut pas durer ainsi. Non, cela ne se peut pas. Il détourna les yeux de dessus elle et se mit à marcher à grands pas dans la chambre en répétant entre les dents « Cela ne peut pas durer ». Charlotte, qui s'aperçut de l'état violent où l'avaient mis ses paroles, chercha par 1000 questions à le distraire de ses pensées, mais ce fut en vain. « Non, Charlotte, s'écria-t-il. Non, je ne vous reverrai plus. »« Pourquoi donc, Werther ?» reprit-elle. « Vous pouvez, vous devez nous revoir. Seulement, soyez plus maître de vous. Oh, pourquoi êtes-vous né avec cette fougue, avec cet emportement indomptable et passionné que vous mettez à tout ce qui vous attache une fois? Je vous en prie, ajouta-t-elle en lui prenant la main. Soyez maître de vous. Que de jouissances vous assure votre esprit, vos talents, vos connaissances. Soyez homme, rompez ce fatal attachement pour une créature qui ne peut rien que vous plaindre. Il grinça les dents et la regarda d'un air sombre. Elle prit sa main. « Un seul moment de calme, Werther, lui dit-elle. Ne sentez-vous pas que vous vous abusez, que vous courez volontairement à votre perte? Pourquoi faut-il que ce soit moi, Werther, moi qui appartiens à un autre, précisément moi? Je crains bien, oui, je crains que ce ne soit cette impossibilité même de m'obtenir qui rende vos désirs si ardents. » Il retira sa main des siennes et, la regardant d'un œil fixe et mécontent, « C'est bien, s'écria-t-il, c'est très bien. Cette remarque est peut-être d'Albert. Elle est profonde, très profonde. »« Chacun peut la faire, reprit-elle. N'y aurait-il donc dans le monde entier aucune femme qui pût remplir les vœux de votre cœur? Gagnez sur vous de la chercher, et je vous jure que vous la trouverez. Depuis longtemps, pour vous et pour nous, je m'afflige de l'isolement où vous vous renfermez. Prenez sur vous. Un voyage vous ferait du bien, sans aucun doute. Cherchez un objet digne de votre amour et revenez alors. Nous jouirons tous ensemble de la félicité que donne une amitié sincère. »« On pourrait imprimer cela, dit Werther avec un sourire amer, et le recommander à tous les instituteurs. Ah, Charlotte, laissez-moi encore quelque répit, tout s'arrangera. » Eh bien, Werther, ne revenez pas avant la veille de Noël. Il voulait répondre, Albert entra. On se donna le bonsoir avec un froid de glace. Ils se mirent à se promener l'un à côté de l'autre dans l'appartement d'un air embarrassé. Werther commença un discours insignifiant et cessa bientôt de parler. Albert fit de même, puis il interrogea sa femme sur quelques affaires dont il l'avait chargée. En apprenant qu'elle n'était pas encore arrangée, il lui dit quelques mots que Werther trouva bien froids et même durs. Il voulait s'en aller, et il ne pouvait pas. Il balança jusqu'à 8 heures, et son humeur ne fit que s'aigrir. Quand on vint mettre le couvert, il prit sa canne et son chapeau. Albert le pria de rester, mais il ne vit dans cette invitation qu'une politesse insignifiante. Il remercia très froidement et sortit. Il retourna chez lui, prit la lumière des mains de son domestique qui voulait l'éclairer, et monta seul à sa chambre. Il sanglotait, parcourait la chambre à grands pas, se parlait à lui-même à haute voix et d'une manière très animée. Il finit par se jeter tout habillé sur son lit, où le trouva son domestique,
qui prit sur lui d'entrer sur les 11 heures pour lui demander s'il ne voulait pas qu'il lui tirât ses bottes. Il y consentit et lui dit de ne point entrer le lendemain matin dans sa chambre sans avoir été appelé. Le lendemain matin, 21 décembre, il commença à écrire à Charlotte la lettre suivante, qui, après sa mort, fut trouvée cachetée sur son secrétaire et qui fut remise à Charlotte. Je la détacherai ici par fragments, comme il paraît l'avoir écrite. C'est une chose résolue, Charlotte. Je veux mourir, et je l'écris sans aucune exaltation romanesque, de sang-froid, le matin du jour où je te verrai pour la dernière fois. Quand tu liras ceci, ma chère, le tombeau couvrira déjà la dépouille glacée du malheureux qui ne connaît pas de plaisir plus doux pour les derniers moments de sa vie que de s'entretenir avec toi. J'ai eu une nuit terrible et aussi bienfaisante. Elle a fixé, affermi ma résolution. Je veux mourir. Quand je m'arrachai hier d'auprès de toi, quelle convulsion j'éprouvai dans mon âme, quel horrible serrement de cœur, comme ma vie se consumant auprès de toi sans joie, sans espérance, me glaçait et me faisait horreur. Je pus à peine arriver jusqu'à ma chambre. Je me jetai à genoux, tout hors de moi. Et, ô Dieu, tu m'accordas une dernière fois le soulagement des larmes les plus amères. 1000 projets, 1000 idées se combattirent dans mon âme. Et enfin, il n'y resta plus qu'une seule idée, bien arrêtée, bien inébranlable. Je veux mourir. Je me couchai, et ce matin, dans tout le calme du réveil, je trouvais encore dans mon cœur cette résolution ferme et inébranlable. Je veux mourir. Ce n'est point désespoir, c'est la certitude que j'ai fini ma carrière et que je me sacrifie pour toi. Oui, Charlotte, pourquoi te le cacher? Il faut que l'un de nous trois périsse, et je veux que ce soit moi. Oh, ma chère, une idée furieuse s'est insinuée dans mon cœur déchiré, souvent, de tuer ton époux. Toi, moi. Ainsi soit-il donc. Lorsque sur le soir d'un beau jour d'été, tu graviras la montagne, pense à moi alors, et souviens-toi combien de fois je parcourus cette vallée. Regarde ensuite vers le cimetière, et que ton œil voie comme le vent berce l'herbe sur ma tombe, au dernier rayon du soleil couchant. J'étais calme en commençant, et maintenant ces images m'affectent avec tant de force que je pleure comme un enfant. Sur les 10 heures, Werther appela son domestique, et, en se faisant habiller, il lui dit qu'il allait faire un voyage de quelques jours, qu'il n'avait qu'à nettoyer ses habits et préparer tout pour faire les malles. Il lui ordonna aussi de demander les mémoires des marchands, de rapporter quelques livres qu'il avait prêtés, et de payer 2 mois d'avance à quelques pauvres qui recevaient de lui une aumône chaque semaine. Il se fit apporter à manger dans sa chambre, et après qu'il eut dîné, il alla chez le bailli, qu'il ne trouva pas à la maison. Il se promena dans le jardin d'un air pensif. Il semblait qu'il voulût rassembler en foule tous les souvenirs capables d'augmenter sa tristesse. Les enfants ne le laissèrent pas longtemps en repos. Ils coururent à lui en sautant et lui dirent que quand demain et encore demain, et puis encore un jour, serait venu, ils recevraient de Charlotte leur présent de Noël. Et là-dessus, ils lui étalèrent toutes les merveilles que leur imagination leur promettait. « Demain !» s'écria-t-il. « Et encore demain ! Et puis encore un jour !» Il les embrassa tous tendrement et allait les quitter, lorsque le plus jeune voulut encore lui dire quelque chose à l'oreille.
Il lui dit en confidence que ses grands frères avaient écrit de beaux compliments du jour de l'an, qu'ils étaient longs, qu'il y en avait un pour le papa, un pour Albert et Charlotte, et un aussi pour M. Vertard, et qu'on les présenterait de grand matin le jour de Noël. Ces derniers mots l'accablèrent. Il leur donna à tous quelque chose, monta à cheval, les chargea de faire ses compliments, et partit, les larmes aux yeux. Il revint chez lui vers les 5 heures, recommanda à la servante d'avoir soin du feu et de l'entretenir jusqu'à la nuit. Il dit au domestique d'emballer ses livres et son linge et d'arranger ses habits dans sa malle. C'est alors, vraisemblablement, qu'il écrivit le paragraphe qui suit de sa dernière lettre à Charlotte. Tu ne m'attends pas. Tu crois que j'obéirai et que je ne te verrai que la veille de Noël. Charlotte, aujourd'hui ou jamais. La veille de Noël, tu tiendras ce papier dans ta main, tu frémiras et tu le mouilleras de tes larmes. Je le veux, il le faut. Oh, que je suis content d'avoir pris mon parti. Cependant, Charlotte se trouvait dans une situation bien triste. Son dernier entretien avec Vertard lui avait mieux fait sentir encore combien il lui serait difficile de l'éloigner. Elle comprenait mieux qu'elle ne l'avait fait jusque-là tous les tourments qu'il aurait à souffrir pour se séparer d'elle. Elle avait dit, comme en passant, en présence de son mari, que Vertard ne reviendrait point avant la veille de Noël. Et Albert était monté à cheval pour aller chez un bailli du voisinage terminer une affaire qui devait le retenir jusqu'au lendemain. Elle était seule. Aucun de ses frères n'était autour d'elle. Elle s'abandonna tout entière à ses pensées, qui erraient sur sa situation présente et sur l'avenir. Elle se voyait liée pour la vie à un homme dont elle connaissait l'amour et la fidélité, et qu'elle aimait de toute son âme, à un homme dont le caractère paisible et solide paraissait formé par le ciel pour assurer le bonheur d'une honnête femme. Elle sentait ce qu'un tel époux serait toujours pour elle et pour sa famille. D'un autre côté, Vertard lui était devenu si cher, et dès le premier instant, la sympathie entre eux s'était si bien manifestée, leur longue liaison avait amené tant de rapports intimes, que son cœur en avait reçu des impressions ineffables. Elle était accoutumée à partager avec lui tous ses sentiments et toutes ses pensées. Et son départ la menaçait de lui faire un vide qu'elle ne pourrait plus remplir. Oh, si elle avait pu dans cet instant le changer en un frère, combien elle eût été heureuse. S'il y avait eu moyen de le marier à une de ses amies, si elle avait pu aussi espérer de rétablir entièrement la bonne intelligence entre Albert et lui. Elle passa en revue dans son esprit toutes ses amies. Elle trouvait toujours à chacune d'elles quelques défauts, et il n'y en eut aucune qui lui parût digne. Au milieu de toutes ces réflexions, elle finit par sentir profondément, sans oser se l'avouer, que le désir secret de son âme était de le garder pour elle-même, tout en se répétant qu'elle ne pouvait, qu'elle ne devait pas le garder. Son âme si pure, si belle, et toujours si invulnérable à la tristesse, reçut en ce moment l'empreinte de cette mélancolie qui n'entrevoit plus la perspective du bonheur. Son cœur était oppressé, et un sombre nuage couvrait ses yeux. Il était 6h30 lorsqu'elle entendit Vertard monter l'escalier. Elle reconnut à l'instant ses pas et sa voix qui la demandaient. Comme son cœur battit vivement à son approche, et peut-être pour la première fois. Elle aurait volontiers fait dire qu'elle n'y était pas. Et quand il entra, elle lui cria avec une espèce d'égarement passionné. « Vous ne m'avez pas tenu parole !»« Je n'ai rien promis, » fut sa réponse. « Au moins auriez-vous dû avoir égard à ma prière. Je vous avais demandé cela pour notre tranquillité commune. » Elle ne savait que dire ni que faire quand elle pensa à envoyer inviter 2 de ses amis pour ne pas se trouver seule avec Vertard. Il déposa quelques livres qu'il avait apportés
et en demanda d'autres. Tantôt elle souhaitait voir arriver ses amis, tantôt qu'elles ne vinssent pas. Lorsque la servante rentra, il lui dit qu'elles s'excusaient toutes deux de ne pouvoir venir. Elle voulait d'abord faire rester cette fille avec son ouvrage dans la chambre voisine, et puis elle changea d'idée. Werther se promenait à grands pas. Elle se mit à son clavecin et commença à menuer, mais ses doigts se refusaient. Elle se recueillit et vint s'asseoir d'un air tranquille auprès de Werther, qui avait pris sa place accoutumée sur le canapé. « N'avez-vous rien à lire ?» dit-elle. Il n'avait rien. « Ici, dans mon tiroir, continua-t-elle, est votre traduction de quelques chants d'Ossian. Je ne l'ai point encore lu, car j'espérais toujours vous l'entendre lire vous-même, mais cela n'a jamais pu s'arranger. » Il sourit et alla chercher son cahier. Un frisson le saisit en y portant la main, et ses yeux se remplirent de larmes quand il l'ouvrit. Il se rassit et lut.